Hello, Liza, how do you do? I'm writing you a letter, I hope it reaches you. I know it's been a long time since you heard from me. I'm still kicking around here in Tennessee. I heard you got a new place, I heard you got a new job, I heard you got a haircut, and it looks real nice. Are you ever lonely? Do you ever think of me? I heard you got... C'est encore une fois une dramatique, terrible même, disparition d'avions de ligne que nous allons évoquer ici aujourd'hui. Dramatique, car elle vient ternir l'image de marque de la jeune compagnie aérienne Air France, fleuron national qui tente de revivre après une décennie de chaos et de silence. Certes, c'était il y a longtemps maintenant, durant l'été 1948, que l'aviation française était en plein essor. À bord de cet immense hydravion de construction française qui opère sur la ligne aérienne dite des Antilles, environ 2 fois par mois, se trouvent ce jour-là 52 passagers et membres d'équipage. Ils n'avaient malheureusement aucune chance de survivre à un tel accident. Précisons aussi à ce stade qu'en cette fin de première moitié du XXe siècle, l'hydravion avait encore largement la cote, notamment grâce à sa souplesse d'envol et d'atterrissage. Dans bien des pays, les aéroports étaient encore rares et sous-équipés, et les avions à hélice et piston, ou bientôt ceux révolutionnaires à réaction, ne sortaient que très lentement d'usine. A fortiori, au-dessus des flots, les compagnies aériennes n'envoyaient que de très gros avions quadrimoteurs, lourds et peu économes, peu adaptés à la demande ponctuelle de passagers à transporter. Traverser l'Atlantique, fût à bord d'un hydravion capable d'amérir sur les flots, n'était pas encore chose facile dans cette moitié du XXe siècle, où l'homme dépassait toutes les limites connues. Mais tout de même, là, dans ce cas précis, le mystère restera entier. Alors aujourd'hui, près de 75 ans plus tard, avec toujours beaucoup d'humilité et de retenue, alors que les plaies ne sont que très lentement cicatrisées, essayons donc de comprendre, au vu des documents judiciaires et techniques qui ont été dressés au sujet de ce dramatique accident, à une époque déjà lointaine hélas, des divers témoignages écrits et verbaux, consultés ici et là, des archives administratives retrouvées, conservées et sauvegardées au mieux, malgré le temps qui passe trop vite, au vu aussi des articles de presse et de médias parus au fil du temps. Comment ce drame, totalement imprévisible, a pu survenir ainsi? Drame humain très fort qui a meurtri un pays entier et une corporation qui aura un temps douté. Nous sommes à l'été 1948. La France, en cœur meurtri et beaucoup plus blessée que beaucoup, le disent, tente de se redresser doucement mais sûrement, à force de volonté et de sueur qui n'est guère épargnée après le drame des 5 ans de guerre et d'occupation qu'elle a traversés et qui ont saigné à blanc le pays tout entier et sa population. Mais il faut bien vivre, se redresser, retrouver son allant et l'entrain d'avant la guerre, d'avant 1939. Sa fierté aussi est en jeu. La tâche est démesurée, mais chacun s'y met. Air France, la jeune compagnie aérienne nationale, historiquement fondée en août 1933, mais qui a connu une longue période blanche, guerre obligeant, n'est pas en reste. Au-delà des premières dessertes entre villes françaises puis capitales européennes, il faut absolument créer une liaison entre les Antilles lointaines.
C'est vital pour les échanges, pour le commerce et le tout début d'un petit tourisme. Encore un tourisme de niche qui, 50 ans plus tard, croîtra de façon exponentielle. Pour l'Atlantique Nord, les grandes compagnies ont déjà pris le marché en main, avec leurs gros avions quadrimoteurs, quitte à faire des escales. Essentiellement parce qu'il y a déjà des infrastructures aéroportuaires existantes. Ce qui n'est pas encore le cas sur l'Atlantique Sud. Mais en 1948, c'est aussi un gageur et un pari fou. Et ce pari risqué, un peu fou c'est vrai, c'est d'ouvrir la ligne aérienne reliant Bordeaux, dans le sud-ouest du pays, à Fort-de-France en Martinique, avec une seule escale, opérée en Mauritanie à Port-Étienne, l'actuel Nouadhibou. La Mauritanie n'existe pas encore en tant qu'État indépendant, comme de nos jours, mais fait encore partie intégrante de l'Afrique occidentale française. Cet immense territoire majoritairement désertique ou forestier de l'Ouest africain. Nouadhibou était déjà une escale du temps de l'aéropostale de l'ATCOR, du temps aussi des pionniers de l'aéronautique, pendant l'entre-deux-guerres. Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry y relâchèrent souvent. Mais c'étaient toutes des liaisons acheminant du courrier et du fret, pas encore des passagers. Après la courte halte en terre africaine, ce sera pour l'hydravion le grand bond de 4700 km au-dessus de l'océan Atlantique, avec cap droit sur la Martinique. La ligne ouvre en grande pompe et en grand renfort de publicité le vendredi 25 juillet 1947, malgré l'impréparation de l'hydravion qui est encore qu'au stade d'un prototype mal dégrossi. On ne part pas en hydravion directement depuis Paris ou même depuis Bordeaux. La raison en est que l'hydravion demande un long décollage, effectué obligatoirement sur une eau calme et plate. Ce n'est pas le cas de l'estuaire de la Gironde, avec son port lui aussi en pleine reprise d'activité, ses cargos fumants, ses marées régulières. Non, le vol commence réellement à Biscarrosse, dans les Landes. Là, un lac intérieur immense, le lac de Cazaux, situé de surcroît tout près des côtes, permet un décollage facile depuis l'hydrobase construite tout exprès. Et on est en droit de s'interroger. Comment les passagers rejoignent-ils alors Biscarrosse, cette petite station nichée entre les pins sylvestres landais et les dunes de sable fin de côte d'argent? Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va donc prendre en premier le train. À 19h, une circulation confortable et rapide, en première classe et assurée spécialement depuis la gare historique de Paris-Austerlitz, vers celle de Bordeaux-Saint-Jean. À l'arrivée à minuit, les passagers montent alors à bord d'un car Pullman d'Air France, qui les conduit directement à l'hydrobase des Ourtiquets sur l'étang de Biscarrosse. Il y a là 95 km à couvrir. Après une collation au buffet, resté ouvert tout exprès pour ces passagers choyés, plus qu'on ne le pense, collation rapide ou copieuse, c'est selon, l'hydravion décolle enfin à 3 heures du matin, heure de Paris, soit GMT plus 1. Et d'ici commençait alors un vol de 10 à 12 heures à destination de Port-Étienne, l'actuel Nouadhibou, en Afrique occidentale française, future Mauritanie. Pour cette première étape du vol, la distance à couvrir est de 3200 km, en volant grosso modo. Sud-sud-ouest. Il faut compter pas moins de 12 heures de vol tout de même. Après une escale sur la côte mauritanienne de 4 heures, le temps incompressible nécessaire à l'avitaillement, une opération effectuée manuellement avec des pompes à main, de 32 000 litres d'essence, l'appareil entamait alors son long vol, transocéanique de 4700 km, vers la Martinique et son point d'arrivée, l'hydrobase de la baie de Fort-de-France.
Là, pour couvrir la seconde étape, il fallait compter en moyenne de 16 à 20 heures de vol, selon les vents et leur force. Le plus souvent d'ailleurs, l'appareil ne volait guère à plus de 2500 mètres d'altitude et sa vitesse de croisière, dite aussi vitesse d'exploitation, variait entre 280 et 300 km/h. Arrivés en Martinique, les passagers qui le souhaitaient pouvaient encore rejoindre la Guadeloupe et la Guyane française, à bord d'un autre hydravion, d'un modèle plus petit cette fois-ci, un Catilina. La liaison de et vers les Antilles paraissait donc pertinente. Quant au projet, mal monté et mal étudié, un peu utopique, reconnaissons-le, d'extension vers Genève d'une part, où seul un vol expérimental eut lieu avant le drame du 1er août 1948, et l'Amérique du Sud de l'autre côté de la ligne, où une grande tournée de démonstration avait eu lieu l'année d'avant. Elles ne verront jamais le jour, tout comme la très lointaine liaison, forcément multi-escale, envisagée vers l'Indochine. Compte tenu du décalage horaire existant entre la France, la Mauritanie et surtout les Antilles, l'arrivée à destination avait donc lieu au petit matin du surlendemain du jour de départ de Paris. Quand on parlait alors de périple, c'était bien le cas, il faut le reconnaître. L'aventure ne commençait nullement au pied de la passerelle de l'avion, mais bien avant, presque en sortant de chez soi. Et en plus, elle était parsemée d'escales, d'attentes, d'imprévus et de folklore. Aujourd'hui, tout cela nous paraît banal et ordinaire. N'exagérait-on pas un peu en rappelant les souvenirs du bon vieux temps? Non, assurément non. Car en ces temps-là, c'était encore, nous l'avons dit, une véritable gageure, avec des cartes très approximatives, des avions certes robustes, mais dépourvus de tout système électrique et, a fortiori, électronique, de météo capricieuse et mal connue par avance, pas ou peu de liaisons radio encore balbutiantes, des personnels pleins de bonne volonté, mais avec si peu d'expérience. Et aucune aide à attendre de qui que ce soit, car souvent on était seul. Trop peu de bateaux sillonnaient l'océan Atlantique dans sa partie sud et les avions volaient sur les routes nord-atlantiques. Avec un brin de nostalgie, disons que c'était encore le temps de l'aventure, avec ce grand A qui a passionné des générations entières. L'appareil qui est en cause dans l'accident dramatique que nous évoquons ici est un gros hydravion, assurément plus habituel à cette époque qu'aujourd'hui, de marque Latéco Air, alors grand fabricant aéronautique français. C'est un avion robuste, réputé et reconnu. Et ils n'étaient pas si nombreux sur ce marché-là, juste après la guerre. Le premier d'entre eux, construit en France, a certes volé dès le 4 novembre 1942. Mais la carrière des 11 appareils Latéco Air de série ne commencera véritablement qu'en 1945. Mais, réflexion faite, l'hydravion n'était-il pas déjà dépassé alors? Voulait-on obstinément continuer à le promouvoir grâce à un savoir-faire français incontesté? Alors qu'on devine que l'avion moderne, celui de demain, sera un avion monocouloir, à fuselage étroit, à hélice ou à réaction. L'hydravion en cause ici est un Latéco Air 631, sixième appareil de cette série de 11, prototype compris, immatriculé FBDRC. Et baptisé Lionel de Marmier. Il fait partie intégrante de la flotte d'Air France, la compagnie aérienne nationale, déjà forte d'une centaine d'aéronefs de divers types, dont justement des hydravions.
Véritablement lancés en 1945, ils auront une carrière commerciale très courte, jamais rentabilisée, vu les forts cours d'investissement initiaux et une concurrence déjà forte. Sans surprise, ils seront abandonnés quelques années plus tard, en 1955, au profit des premiers avions commerciaux, après un nombre jugé trop élevé et bien entendu inacceptable d'accidents. Mais pour le moment, le Latécoère 631 n'a en réalité qu'un seul concurrent dans le monde, l'hydravion américain Boeing 314 Clipper, aux caractéristiques et performances quasi identiques. Hydravion transocéanique, il est alors le plus gros appareil commercial en service à travers le monde. Il est équipé de 6 moteurs 14 cylindres à hélice et piston, de marque White Air 2600 A5B Cyclone, de 1000 kW, soit un peu plus de 1600 chevaux chacun. Capable, à plein régime, de faire décoller sur l'eau ce monstre d'acier de 75 tonnes en pleine charge, sans difficulté. On appelait alors ces monstres des airs des hexamoteurs, car c'était une configuration très rare encore. Partout sur les bases d'embarquement, les gens se pressent curieux pour le voir, le photographier et l'admirer. Sa cocarde tricolore en ravit plus d'un. De près de 44 mètres de long, son envergure démesurée atteint 57,45 mètres et son poids à vide est de 37,5 tonnes pour une masse maximale de 75 tonnes. Son rayon d'action maximal avoisine les 6000 km et ses réservoirs peuvent stocker 34 000 litres de carburant avion. Il peut aussi embarquer 12 tonnes de fret et de marchandises et 44 passagers, ce qui est certes peu de nos jours, mais était conforme aux standards de l'époque. Le dessin de sa coque est particulier et son aile en cantilever, équipée de ballonnets d'équilibrage tranche avec la construction aéronautique d'antan. Il vole à une vitesse de croisière de 285 km/h, avec des pointes à 400 km/h sous un plafond maximal de 5000 mètres. Là encore, nous retrouvons les standards de l'époque. L'équipage, quant à lui, est pléthorique, ou serait considéré comme tel de nos jours. Il est composé de pas moins de 12 personnes, du moins chez Air France. On trouve ainsi 2 pilotes, 2 opérateurs radio, 3 mécaniciens, un navigateur de bord, un commissaire de bord, aujourd'hui c'est un chef de cabine, et 3 stewards. Exceptionnellement, on montera même à 14 personnels à plein de passagers. Appareil quasi neuf, puisqu'il n'a que 35 vols commerciaux à son compteur. Il avait effectué son tout premier vol le dimanche 9 novembre 1947, soit à peine 9 mois auparavant. Ce jour-là, il avait décollé de la base maritime de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. En ce premier jour d'août 1948, il s'apprête donc à effectuer une longue traversée retour au-dessus de l'océan Atlantique pour revenir se poser en métropole, venant de Fort-de-France. L'appareil comportait 44 sièges, des fauteuils en cuir sentant, transformables la nuit en couchettes, avec draps et couvertures et répartis en cabines de 2 ou 4 passagers chacune, toutes séparées par des rideaux. Une majorité d'entre elles comportaient même des lavabos, confort inédit dans un aéronef. À bord, on trouvait aussi un bar luxueux, avec table et fauteuil, malheureusement et maladroitement situé au droit des hélices, dans la zone de bruit maximale. Mais malgré cela, il était fréquenté avec assiduité par certains passagers. Il y avait aussi une cuisine de bord, plutôt bien équipée, avec une cuisinière à gaz, impensable de nos jours, et un réfrigérateur. On est très loin des galets d'aujourd'hui. Les stewards, tous de formation hôtelière, y confectionnaient à l'époque les repas servis chauds en plein vol. Ceux-ci avaient la charge, avec un repos très réduit, d'assurer un service de 35 heures d'affilée,
y compris durant l'escale africaine, avec diverses charges de fonctionnement comme la vaisselle ou la plonge. Précisons aussi, pour les puristes, qu'en ces temps-là, les rotations des aéronefs étaient bien moindres qu'aujourd'hui. Les avions et les hydravions ne volaient même pas tous les jours. Les aéroports n'existaient presque pas, du moins comme nous les connaissons de nos jours. On embarquait à l'aide d'une courte échelle à même l'herbe rase de la piste. C'était assurément un autre temps. Mais la compagnie aérienne Air France, comme d'autres par ailleurs, comprit très vite qu'avec de pareilles durées de vol, malgré l'originalité du vol, cette liaison n'était pas rentable et peu commode. En aucun cas, elle ne saurait concurrencer les nouveaux et luxueux paquebots transatlantiques qui chassaient alors le fameux ruban bleu de la traversée la plus rapide de l'océan Atlantique, avec à bord un luxe de détail et de raffinement jusque-là inégalé. Ni même s'aligner face au premier avion quadrimoteur, les Douglas DC-4 ou Lockheed Constellation, inaugurant déjà une autre ère de l'aviation contemporaine. La vision du vol transatlantique relevait déjà, hélas, d'une vision d'avant-guerre que les progrès fulgurants de l'aviation avaient définitivement reléguée au second plan. Il y a eu au total que 23 rotations en tout, avec des hydravions Laté-Coher, avant la fin précipitée de la liaison. 2000 passagers auront été transportés et les deux catastrophes successives survenues en 1948, dont celle de l'appareil de série numéro 6, assurant le vol Air France 72, immatriculé FBDRC et baptisé Lionel de Marmier, scelleront définitivement le sort de cette ligne et, conjointement, de ces hydravions. Assurément, l'avenir était ailleurs. Le samedi 31 juillet 1948, par un beau temps d'été, radieux et chaud comme les Antilles françaises savent si bien en offrir, l'hydravion Laté-Coher 631 s'apprête à effectuer un vol commercial retour vers Biscarrosse, en France, venant de Fort-de-France, en Martinique. C'est le vol Air France 72. C'est en fait le 3e aller-retour de cet avion sur cette longue ligne transatlantique. Il doit embarquer 41 passagers, en plus des 11 membres d'équipage. Autant dire que l'avion est quasi complet, puisqu'il ne dispose en tout et pour tout que de 44 places commerciales. C'est fort peu en réalité, vu le gabarit de l'hydravion. Mais les règles de confort n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, loin s'en faut. Pour rappel, le vol aller au départ du territoire métropolitain s'était effectué sans encombre, le jeudi 29 et le vendredi 30 juillet, l'avant-veille et la veille donc. Comme c'est déjà arrivé de par le passé, il y a foule en ce samedi 31 juillet 1948, dans la rade de Fort-de-France, à l'hydrobase d'Air France. L'équipage est déjà fin prêt à accueillir ses passagers. Il se compose, ce jour-là, de Corentin Kersual, pilote en fonction, Jean Goutet, jeune copilote de 22 ans, Henri Glou et Gontran Rona, radio-navigateur, Henri Cabane, navigateur, Gaston Lemorvan, Alfred Jagui, Jean Goustaline et M. Arbello, mécanicien, M. Gourdos et M. Meunier Stewart. Notons l'absence à bord tout à fait exceptionnelle mais irremplaçable, sur place au dernier instant, du commissaire de bord. Le bel oiseau gris, le Laté-Coher 631 d'Air France, immatriculé FBDRC, est majestueusement posé sur l'eau, sur ses patins qui le maintiennent à flot. Personne encore, à ce moment de la matinée qui se termine doucement, ne se doute qu'il voit l'appareil commercial le plus gros de sa génération pour la dernière fois, et qu'en même temps, c'est la fin de la ligne des Antilles en hydravion.
La ligne avait été inaugurée à peine un an plus tôt, le samedi 5 juillet 1947, par la compagnie d'Air France, avec le ministre des Transports à bord. L'île tout entière aura du mal à s'en remettre. Pour des raisons d'autonomie habituelles, l'avion doit obligatoirement, au retour, faire une escale avec ravitaillement en carburant, à Port-Étienne en Mauritanie d'aujourd'hui. Rappelons encore une fois que c'est l'actuelle ville de Nouadhibou. Il n'y a là rien que de très normal et déjà rodé pour ces trajets transatlantiques. L'appareil, fin prêt pour son vol, retour, devait décoller de l'hydrobase de Fort-de-France en Martinique à 14h50 en temps GMT le samedi 31 juillet 1948. Il sera alors 9h50 en métropole. On sait qu'il entame là la phase la plus longue et la plus délicate du vol, car ce n'est pas moins de 4700 km qu'il faut donc couvrir d'une traite et cela prendra entre 16h et 20h. Finalement, c'est avec un léger retard de 15 minutes que l'hydravion quitte les eaux martiniquaises à 15h05 ce jour-là. Il commencera à voler à une altitude moyenne de 3000 mètres, dans des conditions de vol aux instruments. Il effectue sa troisième et malheureusement ultime rotation sur la ligne. Les passagers entament leur long périple en s'occupant comme ils peuvent. Après le dîner servi aux places, certains, la majorité sans doute, vont bénéficier de l'aménagement en couchette individuelle, opéré par les deux stewards, pour la nuit. C'est vrai que l'on n'imagine pas cela dans un avion dans les années 1945-1950. Seuls certains Zeppelins avaient déjà osé proposer cela. Mais leur dangerosité avait fait tourner court leur carrière commerciale. Il doit atteindre la base hydravion de Port-Étienne en Mauritanie 16 heures plus tard, soit aux environs d'1h du matin, décalage horaire compté, le dimanche 1er août 1948, pour y ravitailler et permettre aux passagers de se dégourdir les jambes. Mais pour des raisons encore inconnues, l'hydravion Latécoère 631 n'atteindra jamais les côtes de l'Afrique occidentale française, ne donnera pas de signe d'approche et disparaîtra à jamais au-dessus de l'océan Atlantique, alors qu'en réalité, il est encore bien loin des côtes de l'Afrique. On estimera plus tard, avec beaucoup de calculs et sur la base de différentes hypothèses, que l'hydravion s'est sans doute abîmé en haute mer, dans les parages des 1100 miles marins, soit 2050 km convertis à l'ouest de la grande ville et du port de Dakar, capitale du Sénégal, et 850 miles nautiques des îles du Cap-Vert. Il sera déterminé que des rapports de position horaire ont été établis et transmis par l'équipage jusqu'à minuit et 11 minutes, en temps universel GMT. À ce moment précis, l'avion passe au-dessus du point de coordonnée latitude 19,27 degrés nord et longitude 38,25 degrés ouest. Aucun contact n'a plus été établi depuis avec l'avion et ce dernier n'est pas arrivé. C'est précisément dans cette zone de recherche que le navire garde-côte américain Campbell retrouvera le premier divers débris de l'aéronef. Mais est-ce bien cela? Mais aucun survivant, aucun corps ne sera non plus repêché. Quand la nouvelle tombe progressivement, d'abord à Port-Étienne, puis à Biscarrosse, à Fort-de-France, où les passagers avaient embarqué, et enfin au siège français d'Air France. C'est la consternation, l'abattement. On ne comprend pas. D'autant qu'on n'a encore aucune explication plausible. C'est à l'époque l'accident le plus meurtrier jamais encore survenu au-dessus de l'océan Atlantique et le plus meurtrier subi par ce type d'avion, pourtant jugé robuste. On pense, mais cela reste à ce stade prématuré, de simples supputations que l'accident pourrait être dû à une explosion partielle de l'aéronef en vol. La cause directe reste malheureusement inconnue et le restera à jamais.
La conclusion inévitable et fatale est que, par principe de précaution, ce type d'avion a aussitôt été retiré du service et cloué au sol, en attente d'expertise, par la compagnie aérienne Air France. L'enquête démarre, mais disons tout de suite que le Bureau Enquête et Analyse, le BEA, aujourd'hui de renommée mondiale, grâce à son expertise inégalée en matière d'accidents aériens, n'existe que depuis moins de 2 ans seulement et prend encore ses marques. Et, comme par malchance, l'éloignement significatif des lieux du drame par rapport à la métropole où il est implanté ne favorise guère alors son engagement total. On apprendra qu'un message de détresse, un SOS, aurait été reçu par une station de radio américaine implantée sur les îles Açores, en plein océan Atlantique, un peu après minuit. Heure de la côte africaine, le dimanche 1er août 1948. La position de l'avion a alors été estimée à 1100 miles marins, soit exactement 2037 km au nord des îles du Cap-Vert, sur la route aérienne prévue. Mais cette station radio n'avait pas pu relayer l'alerte. C'était resté lettre morte. Mais c'est très peu pour organiser et mener des recherches d'importance sur une aussi vaste zone battue par les flots. Pour autant, on ne baisse pas les bras et on ne perd pas espoir non plus. Une véritable armada de navires et d'avions de recherche va alors se mettre en branle dès le dimanche 1er août 1948, en fin d'après-midi. L'opération est coordonnée par les autorités françaises. 2 avions d'Air France, détachés du service commercial, un Lockheed Constellation et un autre Latécoère 631, très maniables dans ces zones lointaines et tous deux à grand rayon d'action. Un avion de l'armée de l'air française, un sous-marin et un navire de la marine nationale française ont été dépêchés à fond de train sur cette vaste zone pour rechercher l'avion. Des moyens complémentaires sont vite venus renforcer la France. Ainsi, les gardes-côtes américains détachent-ils le navire de surveillance côtier Campbell. Adjoindront 3 avions B-17 dits forteresse volante et 7 autres avions, ceux-là de type B-29, tous de l'US Air Force. Les autorités portugaises, très coopératives en matière de secours, ont autorisé les avions détachés à la recherche du Latécoère 631 disparu, à utiliser exceptionnellement l'aéroport d'Ia do Sal, qu'ils ont donc réarmé en personnel, aéroport qui n'était alors pas ouvert à la circulation aérienne. Le mardi 3 août 1948, le navire météorologique français, le Verrier, qui participe aux recherches dès le début, signale avoir reçu un message de détresse émanant de l'avion. Un deuxième message a été reçu tôt le lendemain matin, mercredi 4 août 1948. C'est plus qu'étrange, d'autant que l'un des 3 avions américains B-17 signalera lui aussi avoir reçu un message de détresse, estimé à faible et brouillé, ce même mercredi 4 août 1948. Quant au navire garde-côte américain Campbell, il signalera avoir trouvé, le vendredi 6 août 1948, flottant entre 2 eaux, 2 sièges de l'avion. Il donne la position de découverte, 18 degrés nord de latitude et 17 degrés de longitude ouest, à 1570 miles marins, soit à 2908 km, à l'est de Porto Rico. On est là plus près des côtes américaines que des côtes africaines. Mais il est plus que probable que ces sièges aient menu débris divers et dérivés, emportés vers l'est par les courants marins. Il n'indique donc pas de façon certaine le lieu supposé du crash. Plus tard, un avion commercial, l'un des rares à avoir sillonné cette nuit-là le ciel sud-atlantique, signalera, quant à lui, avoir distingué par ses hublots une épave que les pilotes situent alors à 15 miles marins, plus loin de la position première où les sièges avaient initialement été repérés. On est là, 28 km plus à l'est. Les pilotes précisent aussi qu'une partie non négligeable de l'épave présentait des traces caractéristiques d'incendie.
Mais l'épave disparaîtra sans doute, engloutie par les flots. Ce qui est inévitable et très étrange quand même. Et les fonds sont hauts et perturbés dans ce secteur. Le drame du vol Air France 447 Rio-Paris s'inscrira dramatiquement dans ce scénario en juin 2009. Sans avoir permis de découvrir quoi que ce soit d'autre, les recherches en mer et dans les airs seront finalement suspendues le lundi 9 août 1948. Cela nous paraîtrait aujourd'hui excessivement court. Pensons juste aux recherches du vol Malaysia Airlines 370, qui ont duré des mois, mais les moyens de l'époque ne correspondaient pas à ceux dont nous disposons aujourd'hui en matière d'autonomie des avions, de base où se poser, de vitesse des navires, etc. Nous l'avons déjà évoqué, les conséquences humaines du drame sont terribles. Les 40 passagers et les 12 membres d'équipage se trouvant à bord sont décédés. Aucun corps n'a été repêché, ni pendant les recherches, ni d'ailleurs après cela, comme si la mer s'était brusquement refermée sur sa prise. L'hydravion est sans doute totalement désintégré, ce qui semble être confirmé par les divers menus débris ramassés par les bateaux pendant et après les recherches. Mais est-ce que ces débris étaient vraiment de l'hydravion? Personne ne le saura jamais. Cependant, il ne s'agit là que de morceaux éparpillés et pas la partie majeure de la carlingue, des moteurs ou des ailes. Ceux-là n'ont en réalité jamais été retrouvés. Les conséquences commerciales sont, quant à elles, tout aussi terribles pour la compagnie aérienne Air France, tout juste renaissante. La ligne des Antilles, comme on aimait l'appeler alors, opérée en hydravion, est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Autant dire qu'elle ne reprendra pas, car il n'y a encore d'aéroport sur l'île. L'aéroport de Fort-de-France, le Lamentin, sera créé en 1949 et mis en service en 1950. Quant aux hydravions LAT-COER, ils seront définitivement interdits de vol à partir du mois d'avril 1950, suite à un nouvel accident. En effet, le mardi 28 mars 1950, sous d'autres couleurs que celles d'Air France désormais, le numéro 3 de la série des LAT-COER 631, immatriculé FWANU, qui servait à faire des essais pour mieux comprendre l'accident de son grand frère dans l'Atlantique Sud, s'écrase à son tour à 3,1 miles nautiques, soit 5 km au large du Cap Ferret, sur le bassin d'Arcachon. Il venait de décoller de Biscarrosse, dans les Landes, et effectuer les larges boucles au-dessus des Landes et du bassin d'Arcachon. L'hydravion est très fortement endommagé et irréparable. Quant aux 12 membres d'équipage, ils sont tous décédés lors du crash. L'enquête ouverte aussitôt a permis de conclure que la cause la plus probable de l'accident était une défaillance par fatigue des accouplements de commande des ailerons résultant de l'apparition simultanée de plusieurs phénomènes vibratoires sur l'avion lui-même. Une nouvelle vie semblait s'ouvrir au Cameroun pour les 7 hydravions restants, transformés en cargo vu leur forte charge d'emport. Mais hélas, un ultime accident touchant le LAT-COER 631 numéro 8, immatriculé FBDRE, survenu le dimanche 11 septembre 1955 et qui fera 16 nouvelles victimes, dont 8 passagers locaux, scellera définitivement le sort des hydravions LAT-COER. C'est la fin d'une époque. Aujourd'hui, le musée de Biscarrosse-Parenti rassemble encore les souvenirs de ce temps-là. Quelques passionnés, les derniers ayant eu la chance de voir ces beaux oiseaux, voire de monter à bord, s'en occupent fièrement. Mais pour combien de temps encore ? Divers ouvrages ont été écrits sur le sujet, là encore par des passionnés. Leur diffusion, malgré le fait que ces ouvrages soient excellemment écrits et remarquablement illustrés, reste très discrète et c'est regrettable. Citons entre autres l'ouvrage suivant,
l'exploitation commerciale des Latécoères 631, l'hydrobase et plan d'eau utilisés, écrit par Pascal Parpette aux éditions Mémoire de l'hydravion. Jamais on ne saura ce qui s'est passé réellement et jamais aucun débris, aucun corps ne sera jamais retrouvé. C'est un mystère total. Cela nous fait rappeler malheureusement le vol MH370 de Malaysia Airlines dans certaines similitudes. Hello Liza, how do you do? I'm writing you a letter, I hope it reaches you. I know it's been a long time since you heard from me. I'm still kicking around here in Tennessee. I heard you got a new place, I heard you got a new job, I heard you got a haircut and it looks real nice. Are you ever lonely? Do you ever think of me? I heard you got a new man, I hope it treats you right. And before you toss this letter away, there's something that I've got to say. An aeroplane shooting across the sky can surely take your body to a new place for a while. But some